Démarrons par le match qui vient de se terminer tout de même si je vois bien qu'il ne vous a pas ultra passionné. Lyon Lyon, je vais dire se relance, mais enfin finalement, si, en Ligue 1, oui. Oui, mais ils ont toujours été plus ou moins dans la zone, en fait. Ils sont dans la zone, mais depuis 6 matchs en dehors de la Coupe d'Europe, là où ils ont brillé jeudi, ils faisaient beaucoup de nuls. Donc c'est vrai que ce match, il est capital. Très honnêtement, ils étaient au-dessus avant même l'expulsion du Nantais. Donc je pense qu'entre guillemets. Oui, tu veux dire, alors tu as raison parce qu'ils étaient sur 4 matchs sans victoire en Ligue 1. Ouais, non, franchement, c'est un moment important puisque on a vu que Lille a gagné, Lens donc a gagné. Voilà, Lyon avec cette victoire fait un pas important. Il y a plein de choses importantes pour Lyon. En fait, ils ont profité d'une faible équipe de Nantes et de ce carton rouge pour se rassurer. C'est-à-dire que Satriano met 2 buts, donc je pense que ça va être énorme pour lui. Il n'avait pas marqué depuis 17 matchs consécutifs en Ligue 1. Donc c'est une vraie victoire qui est méritée, il n'y a rien à dire. Qu'on ne fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, parce qu'après on sait qu'avec les supporters c'est comme ça. Mais ce qui est gênant, moi on le sait, je défends les arbitres sur l'action de la faute. Moi je n'en veux pas à l'arbitre en l'occurrence ce soir, j'en veux à la VAR. Le carton rouge de Mwanga là ? Ouais, parce que en fait si tu veux, cette action-là, la VAR l'appelle, lui il met 5 minutes à regarder, à se demander. Si tu as un doute aussi important sur cette action, puisque Mwanga effectivement est de dos, se retourne, met un pied évidemment trop haut, il n'y a aucune intention, il n'y a même pas de risque de blesser comme sur une torsion ou une cheville ou un genou ou autre. Si vraiment tu sens un peu le foot, à mon avis, il n'y a pas carton. Mais peu importe, il a mis carton rouge. Le Nantes derrière avait du temps. Il restait beaucoup de temps. Bon, ok. Moi, ce qui me gêne effectivement, c'est par rapport à ce qu'on a vu hier. C'est-à-dire que là, comme on parle d'uniformisation, tu peux plus rien comprendre. L'autre hier, il a failli lui péter la cheville. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de rouge. Là, aujourd'hui, il a mis un pied un peu haut. Il y a rouge. Bon, voilà, il y a comme la faute sur Karabekh à la fin pour le but nantais qui est anecdotique. Le but nantais refusé parce qu'il y a une faute sur Karabekh. J'ai écouté Kevin Diaz qui disait un contact, il va marcher sur le pied, il y a faute, on annule tout le but pour la petite faute qu'il y a eu au début de l'action. Moi, ce qui me gêne plus, c'est que, encore une fois, je ne critique pas l'arbitrage, je pense que Lyon mérite sa victoire. Je pense que les arbitres, les pauvres arbitres sur le terrain, les centraux, sont totalement déboussolés, dépossédés de leur libre arbitre, de leur liberté de conscience et d'interprétation. Ils se retrouvent devant des écrans appelés par des gens et à devoir décider sur des fautes qui sont grossies, je veux dire, par les ralentis. Et donc, ça a une influence effectivement sur le déroulé des matchs. Je ne dis pas que ça a une influence, moi, sur les équipes qui ont des points à gagner, des points perdus. Il y a un classement qui circule, on dit il y a à peu près telle équipe a gagné 3 points grâce à l'arbitrage. Moi, je dis juste que ça te tue les matchs. C'est-à-dire que là, le match de ce soir, sinon tu avais une petite chance avec Ablin dans la profondeur de éventuellement faire un petit hold-up et de rendre le match intéressant, c'est fini après, c'est terminé. Ouais, c'est ça que je regrette. C'est plutôt le storytelling et la passion des matchs de Ligue 1, sachant que ce match-là, on s'y attendait un peu. Pour une affiche de dimanche soir, c'était décevant, quoi. Voilà, on va mêler un peu le match avec l'arbitrage. C'est un de tes points, Damien. Mais là, pour toi, il y a rouge là. Pour moi, il n'y a pas rouge. Mon gars, il n'y a pas rouge. Il ne le voit pas arriver. C'est toujours pareil, on parle, et Flo le dit, l'uniformisation des décisions et du règlement, que chacun, finalement c'est chacun a son avis et chacun juge comme il le veut. Le tacle d'hier, on a quand même un ancien joueur de Ligue 1 qui était dans le camion VAR, Angoula. Gaël, je veux dire, c'est pas le souci que ce soit lui, ça aurait été un autre et la décision elle aurait été telle quelle, ça m'aurait embêté aussi parce que il l'a dit, Chevalier, sa carrière aurait pu être changée durant ce match-là, parce que s'il le prend un petit peu mieux, il lui pète la cheville. Donc voilà, celui de ce soir, il me gêne parce que souvent on dit que quand il y a un pied haut et dès qu'il y a du sang, là on va mettre le carton rouge. Là il n'y a pas de trace, il n'y a rien, il l'a pris à l'épaule, il l'a pas vu, voilà, c'est pas grave. Mais c'est sûr que oui, faire venir l'arbitre pour que pendant 5 minutes il regarde un écran et que finalement il change sa décision parce que finalement lui il n'avait pas forcément vu de méchanceté au point de dire qu'il y a un carton rouge. Voilà, moi ça m'énerve en fait. Et même sur la rapidité et le rythme des matchs, puisqu'on reparle aussi de la longueur des décisions. Quand il est devant son écran, moi je dis dans le doute, abstiens-toi. C'est-à-dire que si tu as autant de doutes après 4, 5, 6, 7 ralentis et que déjà sur le terrain tu n'as pas mis le rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas d'évidence à mettre un rouge, tu vois. Si idem, des fois tu attends que le gars sorte ou pas sur une civière, tu vois, il peut y avoir cette conséquence-là. Là, c'était pas le cas, il l'a pas mis sur le terrain, il va regarder 5 minutes, il a un doute énorme apparemment.
Moi, j'étais surpris. Je pensais qu'il revenait sur le terrain pour dire bah non, les gars, il n'y a pas d'évidence suffisante, je ne vais pas l'exclure. Oui. Bon, derrière, la vérité, c'est que Nantes est déjà suffisamment faible pour que derrière, en gros, le match, il est. Oui, mais le problème, c'est ça, c'est rend que le si match tu mets compliqué. des cartons rouges comme ça et que finalement, on se dit qu'il pourrait n'y avoir qu'un jaune, ça change un déroulé de match. Alors oui, Nantes n'aurait peut-être pas résisté et aurait perdu ce match-là parce que Lyon est plus fort, ok, mais il y a une certitude, c'est qu'à partir du moment où tu prends cette décision-là, tu impactes le match et tu impactes l'équipe, en l'occurrence Nantes, qui est peut-être plus faible sur le papier et qui n'a pas besoin de ça non plus. Donc bien sûr que ça joue et à la fin, je pense que ça va encore protester. En fait, le VAR, c'est toujours la même histoire. Le ralenti accentue toujours tout. C'est-à-dire que si tu regardes que le ralenti, tu as l'impression qu'il y a faute tout le temps en vérité. Oui, Ça, c'est une première chose. Ouais. En fait, arbitrer sur un ralenti, limite, ça ne devrait même pas pouvoir exister, parce que le ralenti est un accélérateur de faute. Voilà. Et puis, deuxième chose, on le dit à chaque fois, à partir du moment où il y a le VAR, tu te dis, bon, le VAR va régler le truc, puis le VAR ne réglant pas l'histoire, ça ajoute encore plus au flou général qui règne. Non, Quoi. mais il y a des erreurs d'arbitrage, on en a vu. Il y a des choses compliquées. Je me souviens du match entre Rennes et Lyon où Roux aurait pu être expulsé au départ. Il y a des erreurs, ok. Mais quand tu as cette action-là, est-ce que tu crois que les Lyonnais auraient hurlé pendant 10 jours s'il y avait eu un jaune sur le joueur nantais? En fait, ça serait passé comme une lettre à la poste. Surtout Parce que s'il gagne en plus. il s'y gagne, mais même, je pense pas Même qu'à la à 0-0, 90e minute, même à 0-0, il serait tu as cette revenu. faute-là et il y a que jaune. Je suis pas sûr que les Je Lyonnais pense disent même quelque pas que chose. Tolisso il dise quoi que ce soit à l'arbitre. Il met peut-être un coup de pression avant, puis une fois qu'il voit qu'il y a jaune, il passe à autre chose. Donc c'est en fait ce qui me gêne, c'est que on perd le foot au plus haut niveau, ce qui est paradoxal. On perd un peu la fluidité de ce qu'est le foot, c'est-à-dire oui, le foot, il y a des fautes, il y a beaucoup de contacts, il y a beaucoup de tu prends des coups, tu finis un match avec des coups et alors qu'il n'y a pas eu de faute. C'est un des rares sports où effectivement tu peux finir en ayant mal alors qu'il n'y a pas faute. Et ben, on est en train de perdre ça. Et on est en train de perdre ça parce qu'on est dans un jeu vidéo. Donc, t'as les gars qui regardent, même les arbitres qui sont VAR, comme c'est pas vraiment des analystes vidéo, mais à la base, ce sont des arbitres. Honnêtement, moi, je pense qu'ils sont comme dans un jeu vidéo et donc ils sont, leur regard est, on va dire, dénaturé par la vidéo. Et puis l'arbitre du centre, lui, c'est encore pire parce que alors, lui, il sait plus. On l'appelle. Si on l'appelle, c'est qu'il y a quelque chose. On lui en montre 10 fois, 15 fois, effectivement, la loupe grossissante. Puis à la fin, tu lui mets une telle pression qu'évidemment, il prend une décision. Donc, ce qui me gêne le plus, moi, c'est le type de foot que tu veux voir. C'est-à-dire, on veut voir un foot où on laisse jouer. On veut voir un foot où il n'y a pas d'interruption trop d'interruptions liées à la vidéo, puisqu'elle est là, faisons avec, mais c'est trop long. Pareil, il va y avoir un délai pour donner la décision, le délai pour l'arbitre. Là, ce soir, avec le problème technique de l'arbitre plus les fumis, mais le match, si tu veux, il n'y a aucune continuité, aucun rythme. C'est un match horrible, en fait, à regarder. Allez, revenons à Lyon avec Teddy qui est avec nous. Salut Teddy. Oh, Salut, Teddy. salut, comment ça va? Je suis très content de t'avoir, Gilbert. T'as un bonne accent de Lyon, Teddy. Accent du sud de Lyon. Oui, du sud du Gard. Je suis très content de t'entendre et de vous entendre tous, Damien et Flo aussi. Voilà. Bon, écoute, Teddy, Merci, t'es le bienvenu. On a parlé beaucoup arbitrage et pas trop du match. Toi, tu retiens quoi ce soir? Alors, moi, je suis d'accord avec tout à l'heure, même ce que vous disiez sur le rouge, parce que au vu de la première mi-temps, c'est pas dit du tout que Lyon, avec la confiance actuelle, aurait forcément gagné ce match à 10 contre 11, même si j'imagine que dans la fin du match, parce qu'en plus que Anto Lopez était en forme, rien n'est écrit dans le football, hein, donc moi, je suis sceptique par rapport à ce carton. Mais après, bon, allez, on va pas parler de ça. Moi, j'ai eu des points positifs et des points négatifs. Bon, dans les points positifs, bon, Satriano, qui est sauvé par son doublé, toujours Tolisso. On met qui homme du match, Satriano ou Tolisso? Satriano, il met un doublé. Non, je mets pas Satriano, je mets Tolisso. Tolisso, quand même. Satriano a été élu homme du match, il a eu le petit trophée. Oui, non, mais chaque fois, je sais pas si tu vois qui c'est qui est élu homme du match, c'est jamais le bon. En plus, celui qui est élu homme du match. Ouais, le problème, c'est que Tolisso, tu vas le mettre à quasiment tous les matchs de l'OL. Faut changer un peu. Non, j'ai pas mis. Bon, déjà qu'il a pas en équipe de France, je vais au moins lui offrir l'homme du match à chaque match. Voilà.
Bon, vous êtes d'accord Ouais, là-dessus Tolisso, sur- non, sur moi je suis Tolisso totalement d'accord. D'ailleurs, il est à l'origine de pas mal de buts dans la dernière ou l'avant-dernière passe. Il est lui-même à la conclusion parfois. Très vite dans le match, il a eu ce qui lui a permis de marquer des buts. Cette année, il allait dans le dos même de Satriano et il se projetait pour être dans la surface. Puisqu'ils n'ont pas vraiment d'attaquant, même si Satriano a marqué ce soir, Tolisso avec son adresse, il est capable de le faire. C'est vraiment le taulier, il n'y a rien à dire là-dessus. Moi, j'ai bien aimé Schultz aussi, toujours qui est fort et qui n'a pas marqué, mais qui est très bon. Tessman a été bon, donc non, franchement, pour Lyon, c'est une belle semaine parce que la victoire en Ligue Europa, leader en Europa League. leader en Europa League, et là cette victoire, bon, malgré le scénario un peu simplifié, mais peu importe, tu gagnes nettement, tu redonnes de la confiance à ton buteur, à ton demi-buteur, disons, qui galère depuis le début de la saison. Franchement, c'est hyper important ce qui s'est passé ce soir pour eux, hein, en tout cas. Peut-être pas pour l'histoire de la Ligue 1, mais pour eux, oui. Oui, c'est sûr. Après, Soultch, oui, tu parles de Soultch. Ouais. J'ai l'impression que voilà, il est pas mis à l'honneur. Il est dans un placement. On dirait que ça lui correspond pas trop des fois où il est. On dirait qu'il le met un peu dans un placement un peu ingrat. Mais bon, après, il arrive à briller. Même moi, j'étais un peu frustré qu'il n'arrivait pas à concrétiser. Ça a été très dommage. Mais après, je suis pas très fan du plan de jeu de Fonseca. Il a tourné l'équipe à Tel Aviv, contre Tel Aviv, et il a pas l'audace d'aligner une équipe un peu plus offensive. Alors je sais, il n'y a pas Fofana, il manque plein de monde, mais j'aurais bien aimé voir Moreira dès le début, parce que tout simplement, on l'a vu en première mi-temps, c'était très stérile, et je trouvais qu'il manquait de passage sur les côtés, mais vraiment avec de la vitesse et de la percussion. Et en fait, il les a fait rentrer quand il y avait déjà 2 buts. Et pourtant, il y avait le joueur préféré de Flo, Attebourg, là, pour faire. Attebour, c'est l'homme des rouges. Un coup, il y a rouge sur. C'est vrai, tu peux t'estimer heureux ce soir. Il n'y a pas de penalty provoqué, pas de carton rouge. Oui, mais bon, après, les matchs sont de plus en plus polémiques, donc voilà. Après, le Fonseca, la bonne nouvelle, c'est que bientôt fini la prison, il va pouvoir redescendre au bord du terrain, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est vraiment de revoir Mangala qui reprend le jeu, quoi. C'est très bien et ça fait plaisir de voir des oui, c'est une recrue pour Lyon, en fait. Ouais, mais c'est surtout qu'elle arrive, cette recrue, dans un moment où c'est très compliqué, où en plus il y a une canne qui arrive, alors même si c'est pas un défenseur, voilà, ça va être très très important en espérant que voilà, il puisse avoir un peu de temps de jeu dans les jambes et qu'il va tenir. Mais je suis très content, je souhaite que du bien d'ailleurs, hein, voilà. Mais tu sais, l'absence de Fonseca au final, là, effectivement, elle va prendre fin. Mais bon, finalement, il a été absent. C'était presque 6 mois. Tu comptes la trêve et tout. Mais au final, Lyon, leader d'Europa League. Lyon, là. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment impactant. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire toujours en course comme il faut en Ligue 1, malgré les difficultés économiques du club. Et ça, il n'y peut rien, Fonseca. Donc au final, est-ce que ça a vraiment été un problème ? Je pense que c'est un problème souvent quand dans les matchs, quand il y a un problème, quand il faut de la percussion. Alors c'est bien de gueuler sur les arbitres, c'est bien. Il a compris j'espère qu'il ne le refera plus. Mais par contre, il va falloir gueuler des fois sur les joueurs. Quand il y a des matchs, des fois, il y a le mental qui va pas. Il va falloir, voilà, c'est son rôle. C'est son rôle. Alors oui, ça change partout. C'est pas lui qui court, mais s'il y a du changement à faire de suite, ça peut, ou qu'il y ait sa présence au bord du terrain, ça peut jouer. Voilà, on a vu que les joueurs, quand il y a eu le début de la sanction, ils ont été extrêmement solidaires et ça avait fait même un changement dans l'état d'esprit, comme si c'était les persécutés de la Ligue 1. Alors du coup, il y a eu cet élan de solidarité, mais après, on a vu que cet élan, il s'est stoppé avec le temps. Attends, Teddy, bouge pas parce que c'est fini au rugby là, avant que Damien te réponde. Terminé entre Pau et La Rochelle, Clément. Exactement, 3e défaite de rang pour les Rochelais, battu 53-33 par la section paloise, 8 essais à 5. Le point de bonus offensif pour la section paloise qui fait 6 sur 6 à domicile depuis le début de saison et qui revient à 2 petits points du Stade Toulousain. Grosse performance des Palois ce soir. Bon, Damien, tu es d'accord avec Teddy quand il dit qu'il aurait bien aimé une équipe un peu plus offensive ? Oui, après il fait avec ce qu'il a aussi dans son vestiaire. C'est ça le problème aujourd'hui pour l'Olympique Lyonnais, on l'a dit, il y a eu un été très compliqué pour eux, donc en termes d'effectifs, on n'a pas non plus forcément les choix qu'on a envie. Il y a eu les blessés, l'absence de Fofana qui est importante.
Après, pour juste le petit point de détail sur le fait d'avoir Fonseca en tribune, je suis pas sûr que ça impacte vraiment les joueurs. Au contraire, la situation, ils l'ont accepté et enregistré depuis un certain temps. Je suis pas sûr que quand ils sont en train de jouer, ils pensent à leur entraîneur qui est assis ou non sur le banc. Au contraire, moi je pense que c'est plutôt bien pour lui d'avoir une vue d'en haut, de pouvoir analyser au mieux son équipe et surtout les situations de match. Et c'est ce que je disais, et je pense qu'il a un adjoint qui est très participatif en tout cas et qui a l'air d'être. Il est évident qu'ils sont en liaison. Enfin, après il y a toujours le moyen de parler à son banc. Ça lui a fait plus de bien que de mal en fait à Fonseca, parce que il était en train de péter les plombs sous pression depuis un petit moment, que ce soit à Milan ou à Lyon. J'ai l'impression que ça lui a permis de réfléchir. On le voit différent un peu, on le retrouve plus calme. Espérons pour lui quand même qu'il ne va pas repéter un plomb. Non, mais c'est un mec intelligent dont on a loué les qualités avant à Lille et ailleurs. Moi, je n'ai pas de souci avec Fonseca. Je pense que on l'avait dit, je pense qu'il n'est pas à l'aise quand il a une pression trop importante. Pour l'instant, c'est sa limite. Un vestiaire un peu plus compliqué à gérer. On se souvient que ce n'était pas le même l'an dernier avec Lacazette et tous les tauliers. À Milan aussi, il a du mal. Bon, ok. Et là, finalement, les conditions, les contraintes, c'est un peu l'histoire de cette Ligue 1. Les contraintes économiques, les contraintes, encore plus pour Lyon, évidemment, avec l'affaire Textor, font que tu as des effectifs qui sont un peu plus à la main des entraîneurs. Tu as des effectifs avec plus de jeunes, tu as des effectifs avec plus de joueurs évidents on va dire à coucher sur la feuille de match. Et c'est quand même plus simple, je veux dire, à gérer en termes de management. Je pense que Fonseca, c'est un vestiaire plus simple à gérer que ce qu'il a eu l'an dernier. Et il y a plusieurs entraîneurs en Ligue 1 qui sont dans le même cas. Et ça donne au moins quelque chose. C'est-à-dire qu'on voit que ce groupe, par exemple, il se passe un truc. Il y a une âme autour de Niakate, Tolisso. Il se passe un truc et une histoire qui est finalement pareil. On parlait d'histoire et de storytelling. Bien sûr que ça va être dur parce qu'en termes d'effectifs, on voit bien que tu es obligé comme on le disait à l'instant, de faire avec à un demi-neuf parce que tu as dû vendre Mikotadze. Mais oui, mais tu as une histoire. Tu as une histoire qui fait que cette équipe, elle séduit les supporters parce qu'elle se bat énormément. Elle est première en Europa League, toujours en course pour les premières places en Ligue 1. En fait, c'est finalement cette Ligue 1. Bien sûr que techniquement et que tactiquement, parfois on est déçu. Là, le match ce soir, il est décevant. C'est pas un match honnêtement digne d'un championnat du Big Five. Mais tu racontes quelque chose quand même à tes supporters. Donc cette histoire-là, elle est créée aussi par Fonseca qui arrive à sortir le meilleur, je dirais, de l'effectif qu'il a depuis le début. Il y a un truc. Vas-y. À dire. Ouais, j'aimerais juste dire un petit truc. Bon anniversaire aussi à mon club, je suis très content. Mais je voulais aussi, on a parlé de Fonseca, mais je voulais aussi féliciter Pierre Sage. Oui, on va en parler tout à l'heure. Je suis extrêmement fier de ce qu'il apporte à son équipe et je lui souhaite que du bonheur. Et Pierre, si tu m'écoutes, parce que je sais qu'il écoute l'after, je t'embrasse du sud et tout le peuple lyonnais pense à toi et fier de toi. Et aussi, rien à voir avec ça, et j'aimerais juste avoir votre avis sur ça parce que je n'ai pas souvenir de trop avoir entendu ce sujet. Si ce match-là, il avait été hyper haché, comme quand il y avait eu Tolisso là qui faisait que faire des fautes, se jeter au sol et à Brest. Ouais, voilà. Là, avec les problèmes de l'arbitre, là, avec son micro, tout ça, à la fin, quand j'ai vu 9 minutes, je me suis dit, franchement, de plus en plus maintenant, on va aller au stade avec les histoires de VAR, tout ça, et on va aller de moins en moins voir du foot, en fait. Sur 90 minutes, on va voir 70 minutes de ballon, en fait, entre toutes les fautes, les VAR, les touches, les... méfie-toi, parce qu'il y a des propositions du board pour qu'il y ait un arrêt de jeu, qu'on fasse comme au rugby, c'est-à-dire temps de jeu effectif. Donc ça va faire encore plus de temps additionnel. Oui, non, il y aura plus de temps additionnel, ça s'arrêtera à 90 minutes. Oui, mais sauf qu'en fait, dans l'absolu, ton match... Tu te rendras plus compte que ta mi-temps de 45, elle fait 60 minutes. Non, mais c'est vrai que cette histoire de temps effectif et de temps additionnel, je pense que dans certains sports, comme au rugby, effectivement, des fois tu laisses courir le chrono parce que tu estimes que ça va reprendre rapidement et puis parfois tu stoppes complètement. C'est vrai que là, plutôt que d'avoir plus 12 minutes, il y a un moment technique, une panne comme il y a eu ou autre, ou même les fumis, tu pourrais parfois arrêter le temps réellement, complètement. Je pense que ce serait effectivement un truc assez simple. Merci Teddy. Bisous les gars, continuez. Salut, au revoir, Teddy. Et bon anniversaire à vous aussi. Ça marche, écoute, merci, t'as raison, c'est l'année des 20 ans de la et venez dans le Gard, si vous venez dans le Gard, je viendrai vous voir. On n'est pas loin, on va dans la Drôme.
Bon, Ouais. c'est pas à côté, mais c'est pas très Un petit peu loin. de route. Un petit Petit peu Mais de venez route chez pour nous, aller à Valence. On vous amènera des produits locaux, des bons saucissons là, que le collègue il fait là. Ah, Bah, avec écoute, plaisir. s'il nous prend par les sentiments. Salut Teddy. Salut, Teddy. Dans un instant, évaluation avec Aurélien, et puis on parlera de Nantes. Lionel est là et il n'est pas content, il voit même Nantes descendre. Donc il faut qu'on dise un mot de Nantes qui est ce soir 16e, donc barragiste virtuel. Et dans la sac race du lundi, je pense que le coach de Nantes, notre ami Castro, va peut-être gagner quelques places. Ouais, il y aura un match avec S, cela dit. Bon, on en reparle dans quelques instants. En tout cas, il est 23h15 et l'after est là jusqu'à minuit. À tout de suite. RMC, l'after foot. RMC jusqu'à minuit, l'after foot. Gilbert Bribois. Il est 23h16. Damien Perkis et Florent Gautreau sont là. Tout à l'heure, on vous fera écouter Valdemar Kita qui est passé dans la zone d'interview à Lyon et qui a gueulé après l'arbitrage. Il n'est pas content. Il dit on n'est pas content. À Lille, ils sont pas contents. Bref, voilà, ça fait un dirigeant de plus qui est pas content. On en reparlera dans quelques minutes et on l'entendra bien sûr. Mais pour l'instant, terminons sur le sportif. Aurélien est là. Salut Aurélien. Salut Gilbert, salut Damien et salut Flo. Salut, rien. Donc on a dit homme du match Tolisso. T'es d'accord avec ça? Oui, dans l'ensemble, après, je trouve que dans l'ensemble, tout le monde a fait un match à peu près correct. Soult, il a été plutôt très bon, Nakate, il a été bon. Mais oui, si on doit sortir un Tolisso, c'est lui le chef dans l'équipe. Oui, c'est vrai que l'évaluation lyonnaise est plutôt vite fait, quoi. T'as raison. Oui. Mais Bon. on n'était pas inquiet en soi. Là, on enchaîne 2 victoires, c'est bien, pas de but pris, mais je mettrais quand même des pincettes parce que Tel Aviv, c'était très faible, à Nantes, c'était très faible, donc je ne vais pas tirer trop d'enseignements. Ils ont été sérieux, c'est bien. Maintenant, on joue Lorient, c'est plus difficile pour moi, je pense. À Lorient. À Lorient. À Lorient, C'est un match Lorient a de piège. bonnes stats contre les bonnes équipes. C'est ça. Nul PSG, victoire Monaco, Rennes et victoire Je serais aujourd'hui. plus Nice. content quand si Lyon enchaîne à Lorient. Là, je pense que c'était plutôt logique. Nantes ne propose pas grand-chose depuis un certain moment. Donc, non, satisfait, mais pas non plus emballé non plus ce soir, quoi. Bon, très bien. Bah écoute, 3-0. Moi, on n'a pas fait de point classement, mais mine de rien, les Lyonnais, ils sont ils sont à 7 points de la première classe. Enfin, la première Ils place, sont à leur place. je pense pas que ce soit. Lyon est 6e, voilà, zone européenne. Non, mais si tu dis Bon, à l'intersaison avec par tous les états dans lesquels ils sont ils passés, étaient relégués. ouais, ils étaient relégués et même après, même quand ils sont maintenus, si tu leur dis au 30 novembre vous serez 6e en Ligue 1 et 1er en Europa League, je pense que les mecs seraient comme des fous. Tout le monde est content. Tout le monde aurait signé. Donc bon, bah écoute, c'est un bon début de saison. Ce qui est vrai, c'est que là, ils ont gagné des matchs qu'ils devaient gagner, en dehors même des circonstances et du rouge, que ce soit Tel Aviv ou ce soir, ce sont des équipes auxquelles Lyon est supérieur. Donc c'est un résultat logique, mais encore faut-il le faire. Et puis après, il y a la façon. C'est vrai que j'aurais vraiment aimé voir ce match en 11 contre 11 parce qu'ils étaient, on va pas dire que c'était challengé, mais il y avait des choses. Ablin les embêtait dans la profondeur, dans le Et dos. puis ce sera encore plus découvert si à 0-0 tu restes, exactement. tu laisses encore plus d'espace dans ton dos et là on aurait vu encore donc, un autre visage de Nantes. on peut pas vraiment juger par rapport à l'opposition. En revanche, c'est vrai que ce qui est intéressant quand même, c'est que maintenant il commence à y avoir des circuits de passe, il commence à y avoir des choses où Tolisso va chercher Schultz. Enfin, il y a où quand Tolisso, je disais tout à l'heure, se projette et va dans la surface très rapidement. Je pense que en gros, Fonseca, il a eu le temps quand même de mettre en place. Il arrive un peu à faire tourner. Après, on va se répéter évidemment sur les limites de l'effectif pour tenir à la fois Europa League et Ligue 1, ça c'est sûr, et sans doute un peu pour une difficulté à aller plus haut que la 4e place, quoi. Malgré tout, on reste quand même une des plus belles équipes de Ligue 1, je trouve, en termes de jeu. Maintenant, je suis convaincu qu'avec les retours de Fofana, la Mangala, on va voir ce que ça vaut. On n'a pas eu la capacité de vraiment le juger en à peine 6 mois. Mais avec le retour de Fofana, avec l'arrivée probable d'Hendrick, avec je sais plus qui d'autre est blessé, mais avec un effectif complet, je pense qu'on peut faire encore beaucoup mieux. Bah si, il y a Nouama. Nouama, merci. Ouais. En fait, la vraie question, c'est, enfin, la vraie construction, c'est l'animation offensive autour du retour de Fofana. C'est-à-dire que si effectivement autour du retour de Fofana, si Hendrick ça se fait, si Nouama revient, et que Satriano, je dirais presque parfois peut aussi devenir un genre de rotation et pas forcément le 9 titulaire. Bon bah tu seras peut-être plus équilibré.
Moi, je mettrais Merci. juste Ouais, un vas-y, point pour juste conclure. pour finir. Comment dire, une comparaison entre Fofana et Moreira. Alors, je sais que sur le papier, Fofana est plus fort, mais j'ai l'impression que Moreira, sur ce qu'il propose, est beaucoup plus actif et beaucoup plus incisif sur le jeu. Et je trouve qu'on joue mieux avec Moreira pour l'instant que sur le peu que j'ai vu de Fofana en début de saison, quoi. Ouais. C'est différent, moi, je trouve. Mais là où tu as raison, c'est que Moreira fait des bons matchs et des bonnes entrées. Mais alors, Fofana, là où tu n'as pas tort, c'est qu'il n'a pas fait forcément toujours d'excellents matchs, mais il a une capacité d'élimination et à faire la différence qui est supérieure. Merci Aurélien. Merci à vous, bonne Merci soirée. Aurélien. Salut Aurélien. Tiens, Luis Castro en conférence de presse, on va peut-être écouter ce qu'il dit là. Il a encore perdu avec Nantes, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Ça change quand même beaucoup. Il ne veut pas parler de l'arbitrage, en tout cas, il vient de le dire. Vous avez été cohérent, vous avez mis en échec l'équipe de Lyon, vous avez des situations. Vous me disiez en deuxième à 10, c'était trop difficile. Oui, on connaît qu'Olympique Lyon, c'est une équipe très à l'aise avec Valence, c'est une équipe de possession qui trouve beaucoup le jour libre d'un côté à l'autre. À 11, c'est déjà pas facile de jouer contre Lyon. À 10, c'est encore plus difficile. Mais quelque chose à tenir de ce match, c'est que conférence contre 11, le rouge de Mwanga, c'est pas seulement ce match qui va nous faire mal. Parce que Yohan Lepna arrive, maintenant sort Mwanga. Tout le temps, Louis Roux va à la sélection, se blesse, nous n'avons pas Louis Roux. Nous n'avons pas jamais les 11. Il se passe tout le temps quelque chose. J'espère que Debout a changé ça aussi, que nous avons un peu de chance pour qu'on puisse travailler avec l'effectif complet. Voilà, Luis Castro en direct, il se plaint effectivement des absents, des blessés et donc des suspendus, puisque Mwanga le sera lors du prochain match. Lionel est là, supporter nantais. Salut Lionel. Bonsoir messieurs. Salut Lionel. Bon. Lionel. Alors, il est 23h22. Puis-je savoir le score, s'il vous plaît? 3-0. Pourquoi, t'as pas tout vu? Non, à la mi-temps, j'ai coupé parce que ça sert à rien. Je veux dire, nos amis les arbitres foutent en l'air les matchs. Donc j'ai rejoint ma femme, on a regardé les Lyonnais, elle les a changés avec Gérard Lanvin. Mais au moins, il n'y avait pas la VAR qui gâchait le scénario, voyez-vous. C'est quand même une histoire de Lyon, quoi. C'est ça que tu... Voilà. Non, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, tu sais... Non, parce que tu fais référence aussi au dernier match où, avec le fameux but contre son camp. Ah, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Vous savez, si vous regardez l'arbitrage, si je prends si vous, par exemple, vous prenez Rennes, alors j'ai rien contre Rennes, les 3 premiers matchs, avec un arbitrage normal, ils ne gagnent pas un match. Tout a été changé grâce à l'arbitrage. À chaque fois, ça a une influence sur beaucoup de résultats. Alors moi, je prends du plaisir en regardant le national, parce que le national, il n'y a pas la VAR, et je vous assure que c'est beaucoup plus fluide. Je suis d'accord avec... Où est-ce que tu regardes le national sur YouTube. Et sur YouTube FFF TV. Et sur les chaînes, les BFM locales aussi. Ouais. Ouais, c'est vintage. Et ben, je vous assure que c'est vraiment bien, parce qu'au moins... Tu peux monter. En Ligue 2, il n'y a pas de VAR non plus. Tu peux monter d'un cran avec la Ligue 2 aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai. Oui, pardon. C'est bien la Ligue 2 aussi. Non, mais c'est désolant. Nous, on doit faire avec... Alors, attends. On va parler d'arbitrage dans quelques instants, mais sur la situation de Nantes, là, quand même. Oui. Nantes, je l'ai dit, barragiste virtuel ce soir, à 3 points, mine de rien, du 15e. Hein. Donc, ça veut dire qu'il commence à y avoir un petit trou qui commence à se faire avec les derniers, donc Auxerre, Metz et Nantes désormais. Tu restes quand même optimiste pour le maintien ou plus trop? Si l'Equita ne sort pas le carnet de chèques, mais cette fois-ci vraiment, sans aller chercher des joueurs à moitié blessés ou qui n'ont pas joué depuis des mois ou je ne sais quoi, c'est mort. L'effectif est beaucoup trop faible. Il n'y a pas de changement. Le pauvre Luis Castro, je ne sais pas comment il peut faire parce qu'il y a vraiment, c'est catastrophique. Il y a un recrutement qui est nullissime. C'est un gamin de 17 ans qui aujourd'hui est titulaire parce qu'il a les qualités. Hein. Et vous croyez que c'est normal? Non, il y a pas un latéral gauche de niveau on démarre l'année, il n'y a pas de latéral gauche au départ. Ils ont été rechercher Kozza en dernière minute. Non, mais c'est hallucinant, quoi. Donc, au bout d'un moment, vous savez, à force, à un moment donné, on va y tomber. Hein. Donc, faut pas rêver. Là, il faut qu'il sorte le carnet de chèques, mais il va falloir qu'il sorte
du lourd. Sinon, c'est mort, c'est fini, c'est trop faible, trop faible. En fait, vous en dites quoi ? Vous êtes d'accord avec Lionel qui est pessimiste ? Ouais, alors moi, ce qui me gêne et ce qui me fait de la peine, c'est que j'espérais beaucoup que Castro, que tu connais, Damien, pour le travail qu'il a pu faire évidemment à Dunkerque, et avant dans sa carrière, puisse apporter quelque chose, tu vois, en termes de jeu, et on avait même dit peut-être un peu en termes de continuité à Nantes. Sauf que effectivement, il a un effectif compliqué, donc c'est vraiment très dur pour lui de mettre quelque chose en place. C'est quand même son échec aussi, faut le dire, parce qu'ils ont 2 victoires depuis le début. Ils ont battu Auxerre et le Paris FC à Paris. Et puis après, sinon, voilà, c'est pas bon du tout. Et puis, tu vois, je me projette. Ils vont recevoir Lens, ils vont à Angers et ils jouent Marseille. Angers, c'est pas du tout une équipe facile à jouer et simple, au contraire, y compris même là contre Lens. C'est une équipe vraiment qui joue bien. Là, tu te dis combien ils vont prendre de points sur ces 3 matchs dans la situation dans laquelle ils sont et avec les absents dont parlait le coach aussi à l'instant. C'est ça la dynamique. C'est-à-dire que si vraiment la dynamique n'est pas bonne et que les joueurs commencent à baisser un peu les bras, voilà, moi j'ai vu là aujourd'hui des gars qui étaient un peu, c'était à 10 en plus, ça devient compliqué, quoi. Ouais, je pense que c'est plus le scénario du match qui fait que tu baisses les bras aussi, parce que tu comprends que ça va être compliqué sur la deuxième période, surtout quand tu prends le premier but très tôt dans la deuxième. Tu peux te dire que ça va être long jusqu'à la 90e. Après, moi, sur le fait de sortir le carnet de chèques, oui, moi je suis pour sortir le carnet de chèques pour aller chercher des joueurs, pas pour virer l'entraîneur. On l'a tellement fait du côté de Nantes de virer les entraîneurs pour virer les entraîneurs et finalement de trouver des entraîneurs qui te font des missions maintien de dernière minute pour derrière pas avoir de continuité parce qu'il n'y a pas forcément je dirais pas le talent, mais ni le niveau, mais en tout cas la qualité pour pouvoir apporter la continuité au groupe qui s'est sauvé la saison d'avant. Voilà, moi je pense que l'importance aujourd'hui, c'est même si tu veux mettre ton centre de formation en avant, parce que c'est la philosophie aussi du côté du FC Nantes cette saison, et on l'a dit à cause notamment des problèmes financiers que le football français connaît, c'est quand même d'aller chercher des joueurs qui puissent t'apporter une connaissance du championnat, une connaissance du haut niveau, d'encadrer ces gamins, et surtout aussi à ceux qui sont en place, déjà les anciens, de pouvoir montrer un peu les dents, et aussi de resserrer tout le monde dans le vestiaire. Je ne suis pas sûr que ce soit un problème d'entraîneur. Après, Flo l'a très bien dit. Castro, il a une méthodologie, il a une façon de fonctionner, il a une façon de travailler qui est bien particulière. C'est pas avec cet effectif-là, en tout cas en qualité, on verra le meilleur de Luis Castro, comme on a pu le voir du côté de Dunkerque. Après, c'est vrai qu'on l'a vu, tu vois, sur des points, dans la bonne période, on va dire, avant l'expulsion de Mwanga, on a vu, y compris sur les coups de pied arrêtés, qu'il y avait, là on voit qu'il y a du travail, il y a de la recherche, il y avait des choses intéressantes. Donc, ils ont quand même un joueur, à mon avis, hors classe pour eux, c'est Aveline. C'est-à-dire que c'est pas un joueur qui devrait jouer à Nantes. Oui, hors classe, là, tu l'as vu ce soir, Aveline, mais bon, c'est dur. La situation pour lui, elle est compliquée. Il est devenu quelconque, Aveline. Non, mais c'est pas un joueur quelconque. Franchement, si cette équipe-là, elle avait moins d'absents et qu'elle était dans une dynamique un peu plus positive, comme ça s'est passé par exemple dans le match contre le Paris FC, un joueur comme ça, il va te faire la diff. Et il va te la faire plusieurs fois dans la saison. C'est vrai que, franchement, c'est un effectif très compliqué. Et de choisir un coach comme ça qui, on va dire, a besoin d'un peu de temps peut-être pour mettre en place ses idées, y compris ses méthodes d'entraînement. C'est pas non plus. Non, c'est sûr, mais on se rappelle des débuts puisqu'il était frustré de ne pas être parti et que Castro l'avait même mis sur le banc. Enfin, il y a eu des échanges un peu compliqués entre les deux. Et puis il s'est remis dans le bon sens et on a pensé d'ailleurs que le but Paris FC allait le déclencher. Mais peu importe, ils ont ce joueur-là. Aveline, il est sur le terrain, il est quand même là dans les premiers appels. C'est lui qui tous les appels qu'il a fait dans la première demi-heure, dans la profondeur ou en contre, c'était ce qui faisait la diff. Donc c'est dur et je dirais que le choix de Castro, il est presque trop tardif. Enfin, le choix d'un entraîneur type Castro dans l'histoire récente de Nantes, il est presque trop tardif. C'est-à-dire que c'est au moment où tu n'as plus rien à lui offrir en termes de joueurs, où tu es un peu en galère et où la Ligue 1 n'a plus de blé, que tu te mets en quête d'un entraîneur qui est capable de travailler avec l'ADN des Canaries, à savoir le centre de formation, de mettre des choses en place sur une forme de durée. Ouais, c'est dommage, quoi. Dommage que tu n'aies pas eu cette idée-là plus tôt et te dire il faut qu'on construise quelque chose. Pour tous ces clubs qui ne peuvent pas jouer les toutes premières places, mais qui ont une histoire, un public, comme à Nice, malheureusement, on va en parler peut-être aussi et on en parlera forcément dans la semaine, il faut que tu écrives quelque chose
pour le jeu, par le jeu, pour plaire à tes supporters, pour raconter quelque chose dans le jeu, à domicile notamment. Et de choisir un coach comme ça, c'est une bonne idée, sauf que tu lui donnes pas les moyens, pas l'effectif, et que derrière, si tu le vires là parce qu'ils perdent les 2 matchs avant la trêve et que tu dis bah non, on arrête parce qu'on panique et on va descendre, bah c'est ridicule.